J'avais peut-être un peu plus d'appréhension dans mes premières années de concert. Je regardais peut-être moins les gens. Mais là, vraiment, le fait de regarder les gens et de m'imprégner de l'ambiance de la salle, ça m'aide à bien jouer. Ça m'aide à avoir envie de leur donner le maximum et de faire un beau concert pour eux, pour moi, pour mes collègues, vraiment. Et c'est un atout, en fait, d'avoir des gens. Hello, c'est Laurent. Le souffle et la voix que tu viens d'entendre appartiennent à la talentueuse Jeanne Golu. Depuis une quinzaine d'années, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs de ses concerts et ce qui m'a frappé, c'est sa générosité. Au-delà de son talent, elle a surtout cette générosité dans l'effort. Elle n'est pas dans l'improvisation, mais dans la préparation. Elle est aussi généreuse avec son public. Elle donne de son temps et de sa personne, parce que la musique est un art qui se partage. Bienvenue au cœur de la création. Jeanne Golu a déjà un beau parcours et j'étais heureux d'apprendre qu'elle avait eu l'opportunité de participer à la Fête des Vignerons de 2019 en tant que soliste. Cet événement a lieu environ tous les 20 ans. Je ne suis pas spécialement attiré par les grands rassemblements et j'ai principalement observé cette célébration de l'extérieur. Par contre, j'étais curieux de savoir comment elle avait vécu la Fête des Vignerons de l'intérieur. Oui, alors c'était un événement vraiment très riche. J'avais envie d'y participer et puis les choses ont fait que les compositeurs ont écrit pour ma flûte de Pan et pour moi. Donc voilà, j'ai été intégrée au spectacle. J'ai adoré cet événement déjà par sa grandeur. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé de jouer quasiment comme ça dans un stade. Il y avait 20 ou 25 000 personnes, je me rappelle plus exactement par représentation, donc c'était vraiment énorme. Et puis, au niveau de la collaboration avec tous les autres acteurs, il y avait les danseurs, les comédiens, des figurants, des amateurs et des professionnels. Donc, c'était très intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur la façon de gérer un spectacle, un très grand spectacle comme ça. Par exemple, les clics de départ, quand est-ce qu'on entre sur scène, quand est-ce qu'on sort, comment tout s'organise. Et c'était vraiment grisant, je dois dire. Après, au niveau musical, c'était aussi une découverte parce que on a beaucoup de contraintes. C'est vrai que quand je suis sur scène, d'habitude, je suis très libre parce que je joue en petits groupes et en live, tandis que là, la taille de l'événement fait que tout est hyper programmé à l'avance, en fait. On peut pas se permettre de ralentir quelque part dans la musique ou de jouer tout d'un coup quelque chose de plus léger que d'habitude parce qu'il y a les danseurs et ils doivent avoir leurs repères. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il fallait un peu s'adapter et se dire que voilà, il fallait amener sa touche personnelle chaque soir, mais sans trop changer non plus, pour pas déstabiliser les autres. Parce qu'on est venu te chercher et puis on t'a dit, ben voilà, c'est ça que la composition. Est-ce que tu as eu ton mot à dire par rapport à ça ? Alors oui, on est venu me chercher. Enfin, je connaissais les compositeurs et je leur avais glissé dans l'oreille, voilà, ça serait chouette d'écrire pour la flûte de Pan. Puis je pense que ça leur a fait tilt. Donc après, ils ont écrit pour l'instrument. Donc après, effectivement, les partitions étaient écrites. J'ai pu tout à fait discuter avec eux et puis on a pu changer ensemble quelques phrases ou quelques notes lorsque c'était pas idéal pour l'instrument par rapport à, par exemple, la hauteur ou des choses comme ça. Mais bon, la musique était déjà quand même écrite et par exemple, elle était déjà calibrée en termes de minutes. Donc les compositeurs pouvaient pas non plus me dire oui, pas de souci, on change tout. Donc ils avaient aussi eux des contraintes. Et donc, on a pu un petit peu adapter dans une certaine mesure. Et moi, ce qui me travaille, je m'imagine le premier moment où tu es entré sur scène et que tu as vu l'arène qui était pleine à craquer. Est-ce que tu as eu le temps de voir ça ou bien est-ce que tu étais vraiment à fond dans
Alors dans oui, ta partie? c'était un superbe moment, hein. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'adrénaline que j'avais jamais eue à ce point-là parce que c'était l'inconnu pour moi. Après, bon, on avait quand même déjà répété tous ensemble et puis même que les figurants, c'était déjà 5000 personnes. Donc au final, j'avais déjà cette habitude-là de jouer pour beaucoup de gens. Je connaissais aussi bien mes parties, donc j'étais assez confiante. Mais c'est vrai que la première représentation a été un événement que j'oublierai jamais. Et il y a cette impression un petit peu de grandeur et en même temps, c'est vrai que le fait qu'il y ait autant de monde fait que on sent quand même une distance. Je me sentais en même temps avec beaucoup de gens et en même temps seule sur ma scène, toute petite au milieu de cette immense arène et presque comme si j'étais toute seule en fait. Parce que les gens étaient tellement loin que je voyais pas leur visage, je voyais pas leurs yeux et ça a quelque chose de différent. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ça en concert parce que je joue dans des salles qui sont quand même à taille humaine et je vois, en tout cas les gens des premiers rangs, je les vois bien. Et je vois aussi leur visage, leur sourire ou la façon dont ils écoutent. Et ça me donne un retour, ça me nourrit aussi. Et là, c'est vrai que le public était assez loin, et d'autant plus quand c'était des représentations de nuit où on voit rien, ou le jour en fait parce qu'on a le soleil dans les yeux aussi. Et voilà. Et c'est vrai que cet événement aussi en extérieur a beaucoup de nouveautés pour des musiciens. On a même joué une fois sous la pluie. Parce qu'au milieu du morceau, il a commencé à pleuvoir et le temps que la décision soit prise d'arrêter le spectacle, tout le monde a continué vaillamment jusqu'à ce que le chef nous dise dans l'oreillette « Stop, on arrête ». Donc, on a joué sous la pluie, ce qui est assez inédit. Tu dis que c'est une nouveauté aussi en termes d'acoustique? J'avais déjà joué en extérieur, mais là, la taille de l'arène a été vraiment... il y a eu des défis, je pense déjà pour les sonorisateurs, des défis énormes qu'ils ont relevés super bien, parce que c'est vrai que il y avait des musiciens partout, en fait, de tous les côtés de l'arène, et il fallait sonoriser ça pour que on entende bien les musiciens de tous les côtés, alors que le public était aussi de tous les côtés. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Et puis pour les musiciens, c'était compliqué aussi, parce que on avait donc une oreillette avec un retour, donc on entendait ce qu'on jouait, il fallait vraiment se concentrer là-dessus, parce que ce qu'on entendait venir des haut-parleurs, c'était en retard. Voilà, le son arrivait plus tard, donc il fallait vraiment pas s'écouter en vrai, mais il fallait rester concentré sur l'oreillette. On avait aussi un clic pour vraiment garder le tempo, un métronome. Et ça, c'est aussi une contrainte dont j'ai pas l'habitude en musique classique. C'est vrai que j'ai pas le métronome pour jouer d'habitude. Et ça a été pas facile pour moi de trouver la liberté musicale face à ce métronome. Mais bon, au bout de quelques représentations, c'était bon, il était intégré. Et de participer à un truc aussi énorme, est-ce que tu l'as vécu comme une sorte d'accomplissement ou c'était une sorte de progression logique finalement dans ton parcours? Je dirais pas que c'était un accomplissement, parce qu'un accomplissement, c'est vraiment comme un final, je pense. C'est vraiment ce pourquoi on travaille pendant longtemps, et puis c'est notre idéal. Là, c'est plutôt une expérience, parce que j'ai plein d'autres projets, il y a plein d'autres choses que j'aime faire, et comme j'ai expliqué, musicalement, il y avait certaines limites quand même à cause de cette taille. Donc, je dirais pas un accomplissement, mais c'était vraiment un rêve pendant 3 semaines. On était sur une autre planète et j'ai adoré préparer tout ça et collaborer avec tous ces gens, et je pense que j'ai appris énormément. Et je suis heureuse aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la flûte de Pan grâce à cet événement, et je pense que c'est une chance aussi pour mon instrument. Alors, on va à présent embarquer dans la machine à voyager dans le temps pour te rejoindre à l'âge de 7 ans. Donc, tu es issu d'une famille de musiciens, et puis la musique a toujours fait partie de votre quotidien. Donc, j'imagine que pour tes parents, c'était clair que tu devais faire de la musique. Oui, alors mes parents étaient musiciens, mon papa musicien amateur, ma maman musicienne professionnelle, mais ils m'ont jamais forcée, hein. C'est vrai que ils m'ont laissé le choix, mais moi j'avais très envie de jouer d'un instrument aussi.
Et puis, je suis née avec un handicap. J'ai que la main gauche. Et c'est vrai que il y a peu d'instruments qui sont jouables d'une main. C'est vrai qu'on a réfléchi un petit peu. Et quand mes parents ont pensé à la flûte de Pan, j'ai vraiment flashé sur cet instrument qui me convenait vraiment bien, puisqu'on n'a pas besoin des doigts pour jouer. Et ça a été tout de suite un retour équilibré, parce que la flûte m'a bien répondu aussi. Voilà, on s'est bien entendus toutes les deux. J'ai réussi à sortir des sons tout de suite. Je me sentais à l'aise avec l'instrument, j'aimais le son, j'aimais sa forme, sa matière. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire que c'est presque une chance, finalement, ce handicap qui m'a permis en fait une découverte. Qui peut-être, voilà, peut-être cet instrument n'aurait pas traversé ma vie, n'aurait pas rejoint plutôt ma vie si j'avais eu deux mains et que j'avais peut-être choisi un autre instrument un peu moins étonnant. Parce que finalement, c'est pas l'instrument le plus évident quand on parle des instruments les plus populaires. Non, tout à fait, parce que c'est un instrument qui a été longtemps oublié dans la musique, en tout cas classique ou savante. C'est un instrument qui est resté vraiment dans la musique populaire en Amérique du Sud et en Europe de l'Est, surtout en Roumanie. Et voilà, il n'y a pas de partition pour la flûte de Pan. Enfin, il commence à y en avoir, mais c'est vrai que il y en a peu. Et ce qui existe maintenant, c'est de la musique contemporaine. Et c'est vrai que voilà, les gens le connaissent peu. Il est peu enseigné, donc il faut aussi trouver un professeur lorsqu'on choisit cet instrument. Et puis, pour moi, le défi, on en parlera peut-être aussi après, mais c'est que quand j'ai voulu en faire mon métier, ça a été de trouver la voie qu'il fallait suivre pour pouvoir faire des études et pouvoir avoir un papier et enseigner et être musicienne professionnelle par la suite. Mais je regrette pas ce parcours. En même temps, c'est un instrument qui est rare, donc ça lui donne quelque chose de spécial. Le chemin est peut-être plus compliqué, mais on a aussi plein d'avantages avec cette flûte de Pan. Mais ce qui est fou, c'est que c'est ton instrument, celui que tu as, c'est un instrument unique dans le sens qu'il a été fait sur mesure pour toi. À la base, tu l'as dit, c'est une flûte roumaine, mais elle a été adaptée pour pouvoir avoir un registre plus étendu, pour pouvoir plus aller au-delà de simplement du folklore. Mais simplement pour expliquer, pour qu'on puisse imaginer l'instrument. Ouais. Donc, c'est plusieurs tubes de bambou avec une seule rangée de tubes. Et puis ensuite, pour jouer les notes, tu joues sur l'inclinaison des tubes. C'est bien ça? Voilà, exactement. Donc c'est... Alors, le bambou, c'est la tradition. Hein. Les flûtes de Pan sont traditionnellement en bambou. Maintenant, on en construit dans plusieurs matières, en bois et en plastique aussi. Voilà, on essaie de moderniser aussi la flûte. Et puis, effectivement, c'est des tubes qui sont collés les uns aux autres, une rangée. Ça, c'est pour la flûte de Pan roumaine. Hein. Et effectivement, l'inclinaison des tubes, l'inclinaison dans laquelle je joue va modifier la hauteur. Donc, je vais créer les demi-tons comme ça, les dièses, les bémols. Pour les gens qui connaîtraient moins la musique, c'est les touches noires du piano que je crée en fait sur des tubes déjà existants. Ça fait une petite gymnastique de la tête comme ça. Et en Roumanie, les flûtes de Pan descendent souvent jusqu'au sol grave ou ré grave. Mais pour les besoins de la musique classique, j'ai suivi les conseils de mon professeur Michel Tirabosco et j'ai demandé à ce que ma flûte de Pan soit construite avec encore le tube grave du Do, ce qui me permet vraiment, par exemple, de jouer toutes les partitions pour la flûte traversière. Du moment que tu as un instrument qui est unique, comment est-ce qu'on fait pour apprendre ou bien pour enseigner? Parce que vu que chaque personne a son instrument fait sur mesure... Oui, c'est vrai. Puis toutes les flûtes sont différentes parce que tous les bois sont différents. Les facteurs de flûte aussi ont tous leur façon de construire. Donc, il faut s'adapter. Mais je pense que c'est un beau travail humain de s'adapter vraiment à l'instrument et à la personne aussi. Parce qu'en tant qu'enseignante, moi, j'essaye vraiment de coller à mes élèves, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. D'ailleurs, de leur trouver la bonne flûte, ça, c'est pas non plus garanti au début. Des fois, une flûte qui ira bien à un élève ou à un musicien ira pas à tel autre musicien. Donc, voilà, il faut trouver la bonne paire. Et puis, moi aussi, j'ai dû trouver mes professeurs. Ils couraient pas les rues, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé avec Alexandre Sellier, qui connaissait très, très bien la musique roumaine. Donc, j'ai commencé avec ça, avec de la musique traditionnelle. Donc, j'ai
j'ai vraiment commencé avec les origines, on peut dire, de mon instrument. Et après, j'ai choisi de suivre les cours de Michel Tirabosco, qui est un merveilleux flûtiste de Pan à Genève, qui a apporté beaucoup à l'instrument, justement, sur le plan classique. Lui-même avait travaillé, en fait, avec un professeur de flûte traversière parce qu'il n'y avait pas de professeur de flûte de Pan. Voilà. Et après, pour étudier, j'ai pu étudier au conservatoire, à la Haute École maintenant de Lausanne, et y faire toutes les branches théoriques. Et j'ai suivi la partie pratique avec Michel Tirabosco, justement. À quel moment dans ton parcours est-ce que tu t'es dit « c'est ça, c'est la flûte, c'est la musique que j'ai envie de faire » Est-ce que c'est venu plus tard ou bien c'est venu naturellement et puis tu t'es dit « on verra bien ce que ça donne ». C'est un petit peu rock'n'roll, là. Les cours à Lausanne, la pratique à Genève. Oui, je crois que c'est une question que je me pose encore maintenant, de savoir si je veux faire de la musique, de mon métier avec la musique, mais je crois que tout d'un coup, c'est venu évident parce que c'est ce que j'aime faire. Et après le gymnase, je me destinais à aller à l'université, un petit peu comme tout le monde. J'avais pas envisagé, en fait, de pouvoir vivre de la musique. J'avais l'impression que c'était pas possible. Et tout d'un coup, j'ai regardé ma vie, je me suis dit, mais en fait, je passe plusieurs fois par semaine à faire de l'instrument, j'aime ça, je vais prendre des cours qui me font plaisir. Et voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas oser, essayer. Et puis on verra. Et en fait, ça m'a bien réussi parce que j'ai pu faire un diplôme pour enseigner au conservatoire et je fais aussi beaucoup de concerts. Donc voilà, je regrette pas. Mais c'est vrai que c'est un choix qui est pas facile, je pense, en plus de nos jours. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a eu aussi avec le Covid, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens qui ont renoncé à leur carrière récemment. C'est un métier qui est très volatile. Parfois, on est submergé de dates. On sait plus comment trouver le temps pour répéter pour tous les concerts. Et puis parfois, il y a des vides. Donc financièrement, c'est pas facile, mais aussi pour le moral, parce qu'il faut continuer à travailler. C'est un travail vraiment de tous les jours, l'instrument. On peut pas se dire j'ai pas de concert pendant un mois, alors je ne vais pas travailler pendant un mois. C'est pas possible. On garde pas notre niveau. Donc voilà, faut trouver la ressource, faut trouver la motivation. Et à l'inverse, quand on a beaucoup de dates, il faut garder la fraîcheur. Donc voilà, c'est un métier qui est énormément plaisant au niveau des contacts humains, au niveau de l'apport personnel, mais qui demande aussi une discipline et une confiance en soi, en fait, qu'il faut maintenir quoi qu'il arrive. Donc en permanence, maintenir cet équilibre pour être bien, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, parce que l'instrument, c'est un sport un peu. Hein. Il faut le garder, l'entraînement. C'est comme un sportif qui doit travailler ses muscles, même s'il n'a pas de match. Et nous, c'est pareil. Si on veut avoir du plaisir et se sentir bien en jouant, on peut pas reprendre l'instrument à froid comme ça. Donc, il faut trouver cet équilibre qui nous permet d'être confortable et puis de pouvoir se libérer des contraintes techniques pour apporter la musicalité, apporter notre touche. Et par rapport à l'enseignement, est-ce que c'est quelque chose, très tôt, tu t'es dit que tu allais faire ça en parallèle? J'ai commencé à enseigner assez tôt parce qu'en fait, il y avait quelques propositions, j'avais quelques demandes de personnes qui voulaient apprendre la flûte de Pan. Donc, j'ai commencé à enseigner, je crois que j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. J'avais pas de papier, donc j'ai quelques élèves en privé et puis j'aimais bien ça. Et j'ai toujours considéré que ça fait partie, en fait, du métier. Faire uniquement des concerts, c'est très, très contraignant, c'est lourd. C'est justement, comme j'ai expliqué, aussi instable. Hein. Parfois, il y en a beaucoup, parfois, il y en a peu. Et puis, les élèves, ça nous fait aussi côtoyer d'autres personnes, ça nous fait réfléchir sur notre pratique, parce que chaque élève est différent et chaque élève aura besoin d'autres conseils. Et moi, je me suis souvent amenée, en fait, à me dire, mais comment je fais pour obtenir ce son-là ? Parce que quand il faut l'expliquer, il faut tout d'un coup vraiment le conscientiser et puis il faut se poser des questions sur sa pratique. Et c'est intéressant, je trouve. Et ça me fait progresser. En fait, c'est un gros travail pour essayer de transmettre un feeling, quelque chose qui est un petit peu vague. Oui, exactement. Et puis, on peut pas non plus, face à un musicien qui apprend, on peut pas lui donner 15 000 conseils d'un coup. Il faut vraiment choisir.
Donc, moi, je les vois en général toutes les semaines, mes élèves, et je me dis tout le temps, on va axer sur une chose, et puis quand elle sera acquise et quand elle sera plus facile pour l'élève, on pourra passer à autre chose, parce que des fois, on a envie de tout dire, mais c'est pas possible, c'est trop d'informations à la fois. Et c'est quelque chose que je fais aussi pour moi. Je peux pas, dans un morceau, commencer à tout faire d'un coup. Le tempo, les articulations, les respirations. Alors, bien sûr, quand on est professionnel, ça vient très vite, mais il faut prendre les choses petit à petit. On peut pas tout amener d'un bloc. Il faut accepter des fois de jouer quelques jours, peut-être plus lentement, mais pour jouer proprement, puis pour se poser les bonnes questions. Parce que si on va tout de suite très très vite dans un morceau, on va louper plein de détails. Donc c'est un travail en fait que je fais aussi pour moi. Justement, à quoi ressemble une préparation pour un concert? Est-ce que tu travailles des petites parties, des morceaux, ou un ensemble, ou c'est un petit peu des deux? Oh, vaste question. C'est un travail de longue haleine déjà, parce que par exemple quand on prépare un concert, on va plusieurs mois à l'avance choisir en général notre programme, parce qu'on doit le donner aux organisateurs. Donc déjà, il faut se projeter. Et puis après, ça dépendra des pièces. Certaines pièces, je sais que j'aurai besoin de beaucoup de temps pour les travailler, d'autres un peu moins, donc il faut déjà échelonner un petit peu le travail. Et oui, alors clairement, il faut pas se dire allez, je joue tout mon programme et puis c'est bon. Il vaut mieux cibler, je pense, en fonction des jours. On va travailler peut-être quelques morceaux et puis le lendemain quelques autres, et puis encore dans ces morceaux, on va travailler plutôt quelques passages précis. Puis dans les passages précis, on va travailler quelques notes précises. Donc c'est vraiment à plusieurs échelles. Et puis sur la fin, il faut bien sûr entraîner aussi que les morceaux passent d'un bout à l'autre. Voilà, il y a un moment où il faut lâcher, il faut se dire bon, maintenant j'ai bien travaillé et il faut que je vive le morceau comme un tout. Donc il y a vraiment plusieurs étapes, et je pense que chacun est différent là-dedans. Le musicien doit bien se connaître pour pouvoir être prêt le jour J. Ça sert à rien d'être prêt 2 mois avant et puis après de s'ennuyer quand on joue les pièces. Mais ça sert à rien non plus d'avoir trop de stress parce qu'on s'est mal préparé et puis d'être pas très sûr de pouvoir maintenir le niveau tout au long du concert. Donc voilà, moi j'essaie toujours de me dire, je vais être prête une semaine avant, vraiment parfaitement prête. Comme ça, j'ai encore une semaine pour me faire plaisir à jouer les pièces, sans stress, mais voilà, sans m'ennuyer non plus. Garder un peu de fraîcheur. Exactement, parce que quand on a trop joué les choses, on peut aussi se déconcentrer après sur le moment du concert. Ensuite, ce qui me fascine, c'est ton état d'esprit pendant les concerts. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu parles de la notion de plaisir quand tu joues, mais est-ce que tu as le temps de prendre plaisir, ou est-ce que c'est une concentration de tous les instants dans un concert? Alors, c'est difficile de trouver l'équilibre, justement, c'est vrai, parce que il faut vraiment arriver à lâcher prise totalement, à pas être submergé par son trac. Voilà, vraiment trouver une détente pour pouvoir savourer aussi le concert. Et c'est comme ça qu'on jouera bien, c'est si on savoure son moment. Mais en même temps, il faut garder une grande concentration. Par exemple, pour le niveau technique, ou savoir où on en est dans le morceau, faut vraiment pas lâcher le moment présent, en fait. C'est ça, mais sans se laisser submerger par le trac ou par du stress. Et c'est un équilibre qui est pas facile, qui dépend aussi beaucoup de notre état d'esprit, de notre fatigue, de la condition du concert, du lieu, parce que parfois il y a des lieux qui sont agréables à jouer. Des églises, par exemple, ça sonne bien, c'est facile, il y a un peu d'écho, voilà. Une petite salle ou un petit salon sera peut-être plus exigeant, avec des gens tout près de nous. Ça sera plus impressionnant. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, il faut aussi dans la préparation faire bien attention, être prêt au bon moment pour avoir confiance, et après être bien reposé. C'est une discipline, hein, je parlais du sport tout à l'heure, donc c'est vrai que le soir avant un concert, je vais pas aller faire la fête, parce que je vais pas être bien reposée, je vais peut-être pas être en bonne disposition le moment même. Et c'est vrai que
Peut-être que, je sais pas, un peintre pourra se dire, bon, aujourd'hui, je suis pas en forme, je continuerai ma peinture demain. Bah, nous, si on a un concert tel jour, à telle heure, ben, il faut l'assumer à ce moment-là. On n'a pas le choix. Donc, c'est vrai que ça, c'est un côté qui peut être difficile à gérer, peut-être, pour certains. Moi, ça me fait plaisir et j'essaye de bien me préparer aussi sur les dernières minutes. J'essaie d'avoir des petites habitudes, en fait. De me dire, à une demi-heure avant, je veux me changer et un quart d'heure avant, je veux plus parler à personne pour pouvoir être dans mon monde. Mais c'est vrai que c'est pas toujours possible parce que tout d'un coup, quelques minutes avant l'entrée en scène, quelqu'un vient de nous demander est-ce que je peux vous annoncer comme ci ou comme ça? Est-ce que vous pouvez... Voilà, il y a des questions qui arrivent et faut les gérer aussi. Mais faut être aussi en forme soi-même pour jouer. Donc après, je pense que ça vient beaucoup avec le métier. Mais ça reste une performance. Tu dois te préparer, te mettre dans le bon état d'esprit juste avant. Oui. Et, tu en as parlé, c'est presque des rituels finalement. Tu as tes habitudes, j'imagine. Oui, voilà. Et faut se libérer l'esprit en fait. C'est le fait d'avoir des petits rituels. Enfin, je sais pas vraiment des rituels, mais c'est de s'être dit à ce moment-là, je fais ça. Et puis de s'être projeté un petit peu. Ça permet aussi d'avoir la tête libre sur le moment même, de pas se poser 1000 questions. Par exemple, est-ce que j'ai mis mes partitions dans l'ordre? Non, je sais qu'à la fin de la répétition, je mets mes partitions dans l'ordre, je sais que c'est fait, je passe à autre chose. Parce que sinon, ça peut vite nous submerger l'esprit, et puis on arrive sur scène et on se sent pas prêt en fait à commencer le morceau. Et quand tu joues, est-ce que tu as le temps de sentir l'ambiance? Est-ce que tu vois le public? Ou est-ce que tu les vois sans les voir, finalement? Ça évolue gentiment. Je pense que de plus en plus aussi avec l'habitude, j'aime regarder le public, j'aime vraiment avoir ce contact. J'avais peut-être un peu plus d'appréhension dans mes premières années de concert. Je regardais peut-être moins les gens. Mais là, vraiment, le fait de regarder les gens et de m'imprégner de l'ambiance de la salle, ça m'aide à bien jouer. Ça m'aide à avoir envie de leur donner le maximum et de faire un beau concert pour eux, pour moi, pour mes collègues, vraiment. Et c'est un atout en fait d'avoir des gens. Mais c'est vrai que, comme j'expliquais avant, il faut pas se laisser déconcentrer par quelqu'un qui peut-être va bouger son pied. Et faut pas se dire oh là là, il a l'air de s'ennuyer. Faut rester concentré et voilà. Et des fois, il y a des petites contraintes. Les gens se rendent pas compte. On a peut-être la lumière dans les yeux. On a un courant froid qui nous arrive dans le dos. On a un bruit qu'on a entendu. Ou voilà, plein de petits détails. Il faut pas s'y accrocher. Faut continuer. Tout pour garder le plaisir. Parce que je pense que si le musicien garde le plaisir de jouer, le concert sera beau. Et le public le sent et le concert devient beau aussi. Parce que plus le public le sent, plus il renvoie cette énergie et le musicien s'en nourrit pour donner encore plus. Donc voilà, c'est du positif. C'est un vrai échange en fait entre les deux parties. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que alors j'aime pas tellement jouer dans des salles qui sont très grandes où le public est très loin. Je me sens bien pour jouer, mais c'est compliqué de ressentir le public. Et parfois, il faut vraiment se concentrer encore plus pour donner, en fait. Parce qu'on n'a pas ce retour direct. C'est drôle parce que je t'avais vu une fois dans une petite salle à la bibliothèque à Vevey, qui n'était pas forcément adaptée. Mais je me suis dit, tiens, c'est une petite salle, peut-être que c'est plus intéressant. Mais tu m'as parlé aussi de l'acoustique, que finalement, ça résonnait pas assez. Ça veut dire que tu dois plus pousser ton instrument pour qu'il sonne bien? Oui, alors la petite salle, elle est agréable pour l'intimité. Après, c'est vrai que au niveau acoustique, c'est assez exigeant parce que pour la flûte, par exemple, j'ai pas de résonance naturelle. Quand j'arrête de souffler, le son s'arrête. Donc, si je veux donner un effet un petit peu qui dure, je dois le faire. Tandis que dans une grande église, le son va continuer avec l'écho. Et je peux m'arrêter de souffler et reprendre mon souffle tranquillement. Dans une petite salle, je vais le soutenir. Donc, c'est plus exigeant, mais ça a aussi un côté que je maîtrise aussi plus. C'est vrai, finalement, dans une grande église, parfois, l'écho est si long qu'il nous dessert, peut-être, dans des mouvements rapides ou dans des effets qu'on voudrait obtenir. Alors que dans une petite salle, vraiment, on crée tout.
Et je pense que pour le public, c'est aussi très, très agréable d'être tout près de nous et vraiment de nous voir jouer, de voir les lèvres qui se déplacent sur la flûte, voilà, et de se sentir presque sur scène. Et pour toi, quels sont les moments de grâce durant un concert? Est-ce que tu arrives à décrire? Est-ce que c'est très court, c'est très bref? Ou de l'impression que tout se met en place? J'en ai tout plein. C'est les moments de grâce, c'est vraiment pendant les pièces, pendant les morceaux, lorsque, en fait, comment dire, ça me plaît à moi-même. Je me dis, waouh, là c'est beau ce qu'on est en train de faire, et c'est vraiment ça les beaux moments. Bien sûr, quand le public nous applaudit ou les remerciements après, c'est très touchant. Mais je le sens en fait quand le morceau se déroule bien, que tout le monde est dedans, qu'on a un bon tempo et qu'on arrive à donner tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment les meilleurs moments. Et parfois, on oublie même où on est en fait. Et c'est vrai, j'ai ce moment, j'ai l'impression de m'envoler. Et j'oublie qu'il y a du public, j'oublie que je suis en concert. Mais je suis concentrée sur le morceau. Et ça, faut le garder parce que si on oublie vraiment tout, on risque d'oublier tout d'un coup une partie ou de faire une fausse note. Donc, il y a quand même cette petite concentration qui reste au fond, mais qui se libère avec le plaisir. Ce que j'ai toujours apprécié avec tes concerts, c'est aussi après, c'est ta disponibilité d'être là, d'être présente pour répondre aux questions du public. Est-ce que tu l'as toujours fait? Est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce que c'était difficile après un concert où tu es à fond dans le concert, puis ça retombe un petit peu, puis de te retrouver face au public à devoir échanger? Alors, j'aime beaucoup ces moments. Et je trouve qu'ils apportent énormément. C'est important d'être disponible pour les gens parce que on va pas juste leur jouer notre musique et puis après partir. Enfin, je sais pas, moi je vois pas ça comme ça. Et j'aime bien après justement ces échanges. Moi, ils m'apportent beaucoup aussi parce que parfois les gens veulent voir comment je joue, voir de tout près. Et puis c'est chouette de voir aussi comment les gens ont ressenti le moment et d'entendre ce qu'ils ont vécu. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que on sort d'un concert, il y a une adrénaline énorme qui était là. Moi, j'ai l'impression des fois d'atterrir d'un voyage extraordinaire. Et puis, faut retrouver les codes sociaux, faut parler, faut discuter parfois aussi de tout et de rien. Hein. Les gens nous racontent leur vie et on atterrit un peu difficilement dans ces cas-là. Mais voilà, moi, je trouve que c'est très important et j'y mets du cœur et ça fait vraiment partie en fait du concert. Et c'est vrai que dans les rares cas où par exemple après on sort de scène et puis qu'on reste en coulisses parce que je sais pas, c'est le lieu qui veut ça, ou il y a des organisateurs qui veulent nous parler et puis on loupe un peu le public, ça me manque. J'ai l'impression d'avoir manqué la fin du concert. Est-ce que tu ressens toujours le stress avant le concert? Oui, un petit stress. Ça dépendra des concerts, hein, mais il y a toujours un petit moment d'adrénaline. Après, ça dépendra aussi des pièces que je vais jouer, parce que s'il y a des morceaux qui sont plus difficiles que d'autres, ça peut avoir une influence. Mais je pense que le petit stress, il est assez utile parce qu'il permet de se concentrer. Parce que rester concentré pendant 1 heure, 1 heure et demie de concert, c'est exigeant. Et voilà, c'est ce petit trac peut-être qui permet ça. Ok, j'aimerais également parler de ton avenir, de l'avenir de la flûte de Pan. Tu l'as dit, il y a déjà plusieurs compositeurs qui ont composé pour toi et puis pour la flûte de Pan. Où est-ce que tu aimerais amener ton instrument? Est-ce que tu as certaines ambitions, certaines attentes par rapport à ça? Oui, alors, je pense que j'ai déjà fait un joli parcours, justement, avec différents musiciens avec qui je me suis associée, en faisant par exemple des enregistrements, des CD. J'ai aussi, justement, comme tu le dis, des compositeurs qui ont écrit pour l'instrument. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça donne de la crédibilité à l'instrument, d'avoir son propre répertoire. Et puis, c'est vrai que j'ai joué avec beaucoup de musiciens différents. Donc je pense que j'ai permis à la flûte de Pan de se faire mieux connaître. J'essaye
aussi de montrer qu'elle est capable de tout. Autant dans le classique que dans la musique populaire, un peu de jazz, musique contemporaine. Il y a beaucoup à faire aussi dans la musique contemporaine. Et puis là, c'est vrai que j'ai assez envie de collaborer avec peut-être des ensembles un peu plus élargis, des orchestres ou dans des projets multidisciplinaires peut-être, avec des peintres, des danseurs, voilà, un petit peu varier les domaines artistiques pour aussi explorer diverses facettes. Et puis, par exemple, la Fête des Vignerons dont on a parlé au début, c'était une de ces étapes, je trouve, qui est importante. Et on s'associe avec des gens dont on n'a pas l'habitude, et puis pour faire connaître cet instrument. Parce que ça reste un instrument méconnu. Donc, quels sont finalement les préjugés contre lesquels tu aimerais lutter? Oui, tout à fait. C'est un instrument, parfois les gens me disent « j'aime pas du tout la flûte de Pan ». Et par exemple, le plus beau compliment, c'était je suis venue à votre concert parce que ma voisine m'a emmenée, mais moi j'aime pas la flûte de Pan, mais alors vraiment c'était magnifique, j'ai adoré. Donc voilà, là je me dis c'est bon, j'ai fait le job. La personne a changé d'avis et c'est vraiment super. Et c'est vrai que la flûte, elle a quelques clichés, peut-être un peu du côté kitsch, du côté ou alors les gens pensent que c'est un instrument justement uniquement folklorique. Et ils sont très surpris de voir qu'on peut jouer de tout. Et je remercie aussi beaucoup mes professeurs parce que c'est grâce à eux que j'ai acquis une musicalité, je pense, qui fait que j'ai pu jouer d'une manière qui touche les gens et explorer vraiment toutes les possibilités expressives de l'instrument. Les timbres, les différentes façons d'articuler les phrases, de respirer. Et de faire chanter cette flûte finalement. Comment tu définirais la musicalité? Parce que je pense que c'est abstrait pour moi. Est-ce que c'est la musicalité, c'est compliqué, mais c'est des couleurs finalement, comme pour un peintre. Oui, alors justement, il y a beaucoup d'échelons. Il y a le timbre, donc la sonorité. Il y a les couleurs. Effectivement, peut-être la chaleur du son. Il y a la façon d'articuler, comme quand on parle. On peut articuler plus ou moins quelque chose. Et puis après, il y a la musicalité par rapport surtout à ce qu'a voulu le compositeur. C'est comme un texte, en fait. Si on lit bêtement une histoire sans y mettre de ton, elle va pas être belle. Et si on s'est bien imprégné de l'histoire, qu'on la connaît par cœur et qu'on y met du ton et qu'on fait des pauses et qu'on respire aux bons endroits et que la voix a une belle intonation, ça va changer le texte complètement. Et je pense que la musicalité, pour résumer, c'est d'avoir compris ce qu'a voulu le compositeur et en plus d'y amener ma touche personnelle. Voilà, sans oublier le discours d'origine, mais en y apportant quelque chose de particulier et de personnel. Et c'est ça qui demande beaucoup de travail, de réflexion et aussi beaucoup de connaissances. Parce que si on n'a pas exploré beaucoup de styles de musique, on va avoir qu'une sorte de musicalité. Enfin, on va avoir tout le temps la même dans tous les genres de morceaux. On va mettre les mêmes effets. On va jouer de la même manière. Tandis que si on a beaucoup travaillé de styles différents, on va explorer. C'est un peu comme des langues ou des accents finalement. Et on va pouvoir mettre le bon accent au bon moment. Oui, parce que tu l'as dit, il y a peu de partitions pour la flûte, donc tout est ouvert finalement. Oui, alors ça c'est aussi chouette, c'est que le répertoire étant inexistant, on va piocher à gauche, à droite dans les partitions pour les autres instruments et on regarde qu'est-ce qui peut bien convenir à l'instrument. Donc par exemple, les partitions pour chant, ça va très très bien. Parce que le chant, c'est vraiment très proche du souffle, comme la flûte de Pan. Parce que c'est un instrument qui a très peu de mécanique. Donc vraiment, le souffle est assez direct. Les partitions pour flûte traversière, comme j'ai dit avant, mais parfois, elles sont un petit peu trop virtuoses. Parce que, bien sûr, à la flûte traversière, on a les 10 doigts pour faire des notes très rapidement. À la flûte de Pan, on a une bouche. Donc, il faut se déplacer sur l'instrument. Les partitions pour violon aussi sont très souvent adaptables. Même la trompette finalement, tout est possible. Le violoncelle aussi sonne très très bien, assez proche de l'essence, je pense, le
le chant de la flûte de Pan et du violoncelle sont assez proches. Et plus généralement, est-ce que tu as l'impression d'être au bon endroit, que ce soit professionnellement, aussi dans ta vie privée? Est-ce que tu as l'impression que toutes les pièces se mettent en place? Alors, je pense que c'est une grande question existentielle pour tout un chacun. Mais oui, globalement, je me sens bien. J'aime énormément ce que je fais. Ça m'apporte un équilibre très riche. Et je changerai pas pour rien au monde. Après, c'est vrai que parfois, il y a des jours où je trouve que le métier de musicien est assez exigeant parce qu'on n'a pas tellement de repos. Il faut garder le niveau. Il faut, comme j'ai dit avant, jouer même si on n'est pas en super forme. Si le concert est prévu, il faut le faire. Donc voilà, ça a aussi quelques contraintes. Mais je pense que je me plairais pas du tout dans un métier entre guillemets classique. Sans petite adrénaline comme ça, sans surprise, et que je m'ennuierais vite en fait. Et ce côté qui parfois me pèse, de pas savoir où je vais quand je débarque dans une salle de concert que je connais pas, que voilà, un petit peu anxiogène. D'un autre côté, il me nourrit beaucoup et ça garde la flamme. Donc non, je changerai rien. Comme souvent, on a besoin de ces moments un petit peu plus sombres pour apprécier les meilleurs moments. Ah oui, parce que si tout était facile et accessible, c'est vrai que ça aurait moins de charme. Donc tout à fait, c'est vrai que ces moments un petit peu difficiles nous aident à apprécier d'autant plus notre réussite. Et c'est vrai que c'est un énorme travail d'être musicien sur sa personne, sur voilà, son mental et le côté physique, le côté technique. C'est un travail durant les études déjà de longue haleine, et puis après, pour concilier sa vie de famille, sa vie en général, et d'être en forme pour le public et pour soi-même, pour sa musique, c'est une hygiène de vie assez exigeante, mais qui m'apporte énormément et qui me nourrit beaucoup. Et je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre de ma passion, et je regrette pas du tout mon choix, et au contraire, j'ai envie de continuer et de le développer encore plus. Comment fais-tu pour déconnecter quand tu as des jours de congé? Ou est-ce que tu es toujours... il y a toujours la musique quelque part dans un coin de ta tête? Oui, alors la musique est toujours dans un coin de ma tête, mais j'arrive quand même à déconnecter. Je profite, je fais beaucoup d'autres activités aussi avec la famille. Mais c'est vrai que j'ai jamais l'esprit complètement libre, parce qu'il y a toujours une date ou une échéance qui arrive et puis il faudra être en forme. Donc voilà, j'ai toujours ce petit côté sérieux qui me ramène à la maison, me disant ce soir on va se coucher tôt parce qu'il faut être en forme tel jour, ou il faudra être d'attaque. Mais je pense que c'est aussi une hygiène de vie, et puis c'est bien parce que voilà, chaque jour il y a une autre échéance en tête, et ça m'aide un petit peu à structurer mes activités. Je pense que c'est un thème récurrent parmi les artistes, d'avoir un cadre. Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin d'avoir des limites pour pouvoir évoluer. Enfin, je ne sais pas comment tu le ressens. Oui, alors, les limites, je pense qu'en musique, on les trouve aussi un peu plus facilement peut-être, parce que déjà souvent on est obligé, entre guillemets, de travailler avec d'autres. Donc voilà, il y a une répétition qui dure de 14 à 16 heures, et puis après c'est fini. Donc il faut avoir fait ce qu'il faut dans ce temps-là. Et puis on joue aussi des partitions qui sont écrites, ou alors on improvise, mais il y a toujours un cadre. Donc on peut pas se perdre pendant 3 heures dans un morceau et plus savoir où s'arrêter. Après, c'est vrai qu'il faut aussi savoir se dire maintenant j'ai assez travaillé, c'est bon, je suis en forme, je suis prêt. Et puis arrêter, on va pas jouer toute la nuit le soir avant un concert. Et il faut se faire confiance et savoir que ça va bien se passer, qu'on pourra prendre du plaisir et lâcher prise. Avant de conclure, j'aimerais te laisser un espace pour parler de tes projets futurs.
Donc, tu as bientôt un album qui va sortir? Oui, exactement. On a enregistré un nouveau CD avec Céline Guédécombe, qui est harpiste, qui est ma collègue depuis longtemps déjà. Ça fait maintenant, je crois, 5 ou 6 ans qu'on joue ensemble. Et ce premier disque de duo est une jolie étape pour nous. On y a enregistré les pièces qu'on aime beaucoup interpréter sur scène. Donc notre duo, c'est le Delta Duo. Donc il y a ce CD qui va sortir. J'en ai déjà enregistré quelques-uns avant celui-là, que j'aime beaucoup aussi, avec guitare, avec mon trio Tangora Trio aussi. Et c'est toujours une expérience géniale d'enregistrer un disque et de le sortir. Et voilà, sinon beaucoup de concerts qui approchent. J'ai un site internet où les gens peuvent aller voir les dates si ça les intéresse. Et puis il y a quelques projets de vidéos aussi, parce que c'est toujours assez motivant d'enregistrer une pièce, de la filmer, d'avoir quelque chose de visuel également. Et puis quelques projets de composition. Donc comme on a parlé tout à l'heure, des compositeurs qui écrivent pour moi, il y a d'autres pièces qui vont sortir. Faudrait rester informé peut-être via mon site de tout ça. Ok, donc tout se trouve sur ton site jeannegolu.ch, tout en un mot. Oui. Et donc tu l'as dit, on peut également acheter tes différents disques. Et puis donc tu es aussi sur YouTube. Oui, quelques vidéos aussi. J'ai une chaîne YouTube avec des vidéos. On est obligé maintenant de se faire connaître comme ça. C'est bien, je trouve. Ça dynamise aussi, ça nous donne envie de partager. Et puis parfois j'ai des retours du monde entier, des gens de très loin qui m'écrivent des petits messages, qui me disent qu'ils adorent la flûte de Pan ou qu'ils en jouent. Et c'est sympa, c'est aussi des échanges inattendus. Alors pour conclure, j'ai simplement envie de te remercier pour beaucoup de choses, d'abord pour cette interview, mais aussi pour tous les concerts, parce que les concerts, je trouve que c'est magique. C'est vraiment cette bulle musicale où on est simplement là dans l'instant, on apprécie la musique et on fait rien d'autre. Et de nos jours, c'est tellement rare en fait. On est toujours en train de faire autre chose ou bien de penser à autre chose, alors que les concerts, c'est du live, c'est du direct, on est là, on est présent à fond, et puis c'est vraiment une jolie parenthèse musicale. Donc merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis on se réjouit de découvrir tes nouveaux projets. Oui, merci, à bientôt. C'est à nouveau moi. Et pour tout dire, j'étais un peu intimidé par Jeanne. Elle était pleinement investie dans l'interview, avec ce mélange de douceur et d'intensité qui lui vient de sa profession. Elle a une telle discipline dans sa pratique de la musique, mais en même temps, elle reste humaine et proche du public. Malgré sa grande concentration durant ses concerts, j'ai toujours senti son plaisir de jouer et d'être sur scène. Et je trouve touchant de voir une artiste épanouie. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête quelques noms d'artistes que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, alors envoie-moi un message à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois avec un nouvel invité. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt. Alors avant de conclure, je voudrais laisser un espace pour parler de ton actualité. Oui, c'est sympa. En partie. Je reprends. Ouais. Pas de souci. Je vais changer.